Bonjour à tous, je suis Émilie Schmitt, je suis référente création d'entreprise au sein de Défense Mobilité. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter ce que c'est que d'entreprendre dans le privé. La piste de la création ou de la reprise d'entreprise vous intéresse, en fait, je vais vous présenter en fait, les bases en termes d'informations qu'il faut avoir pour se dire, bah, tiens, je me lance dans la création d'entreprise. Donc, eh ben, je vais vous présenter, si j'y arrive. Hop, vous voyez bien mon PowerPoint? Je vais demander à ma co-animatrice de me dire si elle voit bien. Non, pour Ah, l'instant, non. alors je vais recommencer. Je suis désolée, technique. Hop, je recommence. Excusez-moi. Évidemment. Le pictogramme en bas à gauche, en bas du bonhomme. Et ensuite partager l'intégralité de l'écran. D'accord, ok. Hop. Hop. Donc vous m'avez dit partager l'intégralité de l'écran. Hop, je partage. C'est bon. C'est bon, super, merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais effectivement vous parler de création de reprise d'entreprise. Je vais d'abord aborder quelques idées reçues sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. La première d'entre elles, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il faut avoir un peu de vécu pour créer. Évidemment, c'est faux, loin de là. On peut tout à fait être jeune, sortir d'études, ou à l'inverse, avoir un profil plus mature. L'idée globale derrière tout ça, c'est qu'il faut juste avoir une idée et avoir envie de la mobiliser, peu importe qu'on ait du vécu ou non. La seconde idée reçue, souvent qu'on voit en matière de création de reprise d'entreprise, c'est qu'il faut avoir un niveau de diplôme relativement élevé pour réussir. Et là, encore une fois, c'est faux. Le diplôme n'est pas gage de réussite. En revanche, là où effectivement il faut être assez raisonnable, c'est qu'il faut avoir, faut avoir les compétences et les qualifications qui sont requises pour mettre en œuvre l'activité qu'on souhaite développer. Troisième idée reçue, il faut beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Loin de là, il n'y a pas besoin d'être riche pour créer une entreprise. En revanche, effectivement, il faut au préalable avoir bien évalué ses besoins, ses ressources pour se lancer. Quatrième idée reçue, une entreprise sur deux dépose le bilan au bout de 5 ans. Eh bien, évidemment, c'est faux. Si je peux vous donner juste quelques données statistiques, environ 700 000 entreprises sont créées tous les ans en France et seules 50 000 par an sont défaillantes. Donc, vous voyez, au final, on est loin d'une entreprise sur deux qui dépose le bilan. Ensuite, créer une entreprise, c'est compliqué. Alors, je vais mettre un faux, mais avec un petit bémol. Ça peut l'être si on ne prépare pas, si on n'est pas sérieux, si on ne s'entoure pas des bonnes personnes pour nous accompagner. Effectivement, dès lors qu'on est en mesure effectivement de prendre tous les tenants et aboutissants de son projet, ça peut être assez simple de créer une entreprise. Maintenant, vous dites, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas me lancer? Et bien, effectivement, tout le monde peut créer une entreprise. Le tout, c'est effectivement de construire un projet à sa mesure et de se préparer à son projet. Sachez une chose, c'est qu'être entrepreneur, c'est pas forcément avoir une idée géniale, mettre des millions d'euros en investissement ou avoir un chiffre d'affaires de ouf. Sachez que une très très grosse majorité d'entreprises sont des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME. Et derrière tout ça, vous avez des commerçants, des artisans, des agriculteurs, votre coiffeur, votre médecin. Tous ces gens-là, en fait, sont créateurs d'entreprises. Et vous voyez, derrière, il n'y a pas d'idée géniale, il n'y a pas de millions d'euros d'investissement, il n'y a pas de chiffre d'affaires faramineux. Émilie, essaye de parler un petit peu plus fort parce que les gens n'entendent pas très bien. Ah, bah je fais au mieux. Je me doute. Créer ou reprendre, effectivement, c'est aussi une expérience qui est passionnante. Elle peut parfois être effectivement risquée. L'idée derrière tout ça, c'est d'identifier, de maîtriser justement ces risques et pour le coup, derrière, de s'entourer des vrais professionnels qui vont être là, effectivement, pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous aider dans la maîtrise et dans l'identification de ces risques. Alors, maintenant, vous dites, bah, oui, effectivement, j'ai les reins, peut-être que je peux me lancer dans la création d'entreprise, mais bon, j'ai pas d'idée. Là, rien de miraculeux. En gros, il faut être curieux, regarder ce qui se fait autour de soi,
regarder ce qui complique la vie des gens et comment on pourrait éventuellement répondre, remédier à leurs besoins, s'inspirer des nouvelles tendances, des nouvelles modes, des innovations, des nouvelles pratiques, voire potentiellement de ce qui se fait à l'étranger. Et en dernier recours, pourquoi pas envisager la franchise ou la reprise. Sachez qu'effectivement, ce sont souvent des pistes intéressantes en matière d'entrepreneuriat. Maintenant, vous avez une idée, c'est fait. Mais la question suivante, ça va être, est-ce que mon idée est viable? Est-ce que je vais arriver voilà, à en faire quelque chose de probant et de porteur sur le marché? Les premières questions qu'il va falloir que vous vous posiez, c'est est-ce que ce projet il va me correspondre, il va me passionner? Est-ce qu'il va répondre est-ce qu'il va me fournir l'épanouissement personnel que je souhaite? Est-ce qu'il répond à un besoin personnel d'entrepreneuriat? Ensuite, dans un second temps, est-ce que l'idée que vous souhaitez mettre en avant, est-ce que votre projet de création d'entreprise répond à un besoin, à une demande, à une problématique récurrente sur le marché? La troisième question, c'est est-ce qu'il y a une offre existante d'ores et déjà sur cette idée-là? Est-ce qu'il y a des concurrents directs, des concurrents indirects? Dès lors qu'il y a des concurrents, ça veut dire que potentiellement, l'idée, elle est viable. Voilà. Et puis surtout, là aussi, il va être intéressant de se poser une question, c'est est-ce que mon offre à moi va se démarquer? Est-ce qu'elle va être ma plus-value dans mon projet? Est-ce que ça va être une idée du prix? Est-ce que ça va être en termes d'accessibilité de mon produit ou de mon service? Est-ce que ça va être sur mon mode de production ou mon mode de distribution? Voilà, toutes ces questions, en fait, vont vous permettre de vérifier que votre idée, elle peut aller loin. Maintenant, les étapes de ma création. Voilà, vous vous êtes dit, ça y est, je me sens prêt à créer, j'ai plus ou moins une idée, mais voilà, comment ça s'organise? Comment je vais formaliser ma pensée et aller au bout de mon projet? La première étape, effectivement, c'est définir son idée. Qu'est-ce que j'ai l'intention de proposer comme produit ou comme service? À qui va s'adresser ce produit ou ce service? Où est-ce que j'ai l'intention de m'installer, de réaliser mon activité? Comment je vais m'organiser? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui, au fond de moi, fait que je veux me lancer là-dedans? Et puis, quand est-ce que je veux débuter? Deuxième étape, je vérifie que je suis en cohérence avec mon projet. Est-ce que ma personnalité, mes motivations, mes objectifs, mes savoir-faire, mes savoir-être, mes ressources, mes freins sont en cohérence et répondent aux exigences de mon projet? Donc, tous ces éléments-là, on va vérifier effectivement que je suis bien en pertinence avec l'idée que je me fais de mon projet. Ensuite, j'étudie mon marché. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais qui est vivement conseillée. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine diapositive. Globalement, j'étudie mon marché, c'est-à-dire que je vais aller vérifier les tendances du marché, la nature de ma clientèle, qui sont mes concurrents, où est-ce que j'envisage de m'implanter. La quatrième étape, ça va être de réfléchir à l'organisation de mon entreprise. Avec qui je vais travailler, qui vont être mes partenaires, qui vont être mes fournisseurs, de quel matériel je vais avoir besoin pour me lancer. Est-ce que j'ai besoin d'un local? Et en l'occurrence, les particularités de ce local. Quels vont être les moyens de communication que je vais mettre en œuvre pour développer, mobiliser, vendre mon offre. Ensuite, en cinquième étape, je vais chiffrer mon projet. Ici, l'idée, c'est d'arriver à déterminer un chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez potentiellement établir avec ce qui se fait sur le marché de manière globale, comment vous envisagez de travailler. Vous allez aussi déterminer les capitaux qui sont nécessaires pour débuter votre activité. Et puis, surtout, c'est là où vous allez voir si les encaissements que vous allez obtenir de par votre activité vont être suffisants pour couvrir vos charges. À partir de là, dans le cadre du chiffrage de son projet, on va avoir besoin forcément de financer son projet. Et c'est là, effectivement, qu'on va se poser des questions sur quel financement je peux mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre de ma création d'entreprise. Eh bien, la première chose à faire, c'est que d'abord, on va recenser et évaluer ses besoins. Et ensuite, au regard de ces besoins financiers dont vous allez avoir besoin, pardon pour le terme, et bien on va identifier les solutions financières les plus adaptées à ces besoins. Une fois que toutes ces étapes sont réalisées, on est enfin en mesure de choisir la structure juridique, fiscale et sociale qui est adaptée à la nature de notre activité. Souvent, les créateurs d'entreprises, quand ils commencent à se dire tiens, je vais créer une entreprise et puis je vais faire en auto-entreprise,
ou en SASU ou en SAS, c'est souvent trop tôt pour se poser la question. Il faut il faut déterminer un certain nombre de points sur son idée, comment je vais le faire, où est-ce que je vais m'installer, comment j'envisage de vendre mon produit pour pouvoir choisir au mieux la structure juridique, fiscale et sociale. Pour ça, je vous invite à vous entourer. Il y a des professionnels qui sont là pour vous conseiller sur le choix de cette structure juridique. Ne vous lancez pas à l'aveugle sur un choix, sur un statut juridique, sans vous être au préalable renseigné sur le meilleur statut au regard de votre activité. Enfin, en 8e étape, je réalise mes formalités de création, c'est-à-dire que je m'immatricule auprès du centre de formalité des entreprises compétents dans le domaine d'activité dans lequel je me lance. Alors, ça peut être la chambre de commerce et d'agriculture, non, pardon, ça peut être la chambre de commerce et d'industrie, ça peut être la chambre des métiers de l'artisanat, ça peut être la chambre de l'agriculture. Enfin, voilà. Globalement, en fonction de l'activité, vous vous rapprochez du centre de formalité des entreprises le plus proche. C'est aussi là qu'on va signer des baux. C'est là qu'on va peut-être acheter un local. C'est là peut-être aussi qu'on va ouvrir son compte bancaire professionnel. Et enfin, en 9e étape, c'est le moment de se lancer. Je fais un petit focus sur l'étude de marché. Comme je vous le disais, elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Une étude de marché, c'est quoi? En fait, vous allez collecter des informations et ensuite les analyser. Tout ça de manière à avoir une vision assez globale du cadre dans lequel votre activité va s'exercer. C'est quoi ces informations? Effectivement, c'est ce que je vous disais, ça va être les grandes tendances et évolutions récentes par rapport à l'activité que vous souhaitez exercer. Ça va être aussi également les clients. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes? Leur catégorie socio-professionnelle, leur tranche d'âge, leurs habitudes de consommation, le budget qu'ils mobilisent tous les ans ou tous les mois sur la prestation de service ou le produit que vous envisagez de développer. Vous allez aussi collecter des informations sur vos concurrents qui y sont déjà, sur le même bassin géographique que vous. Quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, quels sont leurs tarifs, quels sont leurs poids sur le secteur géographique sur lequel vous envisagez de vous installer. Et puis ensuite, vous allez vous interroger sur l'environnement dans lequel s'inscrit votre future activité. Aussi bien l'environnement social, l'environnement économique, l'environnement réglementaire, parce que faites attention, il y a des activités qui sont réglementées, on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Sur votre environnement politique, puisque effectivement le poids politique sur un bassin géographique peut avoir de l'importance dans le cadre de votre activité, sur le poids technologique, sur le poids écologique, etc., etc. Donc en gros, tout ce qui va avoir un impact sur l'exercice de votre future activité doit être collecté et analysé. Et puis, le dernier point sur les informations, ça va être tout ce qui est localisation et implantation géographique, puisque ça a un rôle déterminant sur le développement futur de votre future activité. Je donne à titre d'exemple, si vous choisissez une zone où il y a une exonération de charges, où il y a une diminution de ces charges, où il y a un accès direct via le train, via un aéroport, via des infrastructures routières, tout ça peut avoir un poids sur le développement de votre activité. Pourquoi c'est intéressant de faire une étude de marché et pourquoi c'est vraiment utile dans le cadre de votre activité? C'est qu'en gros, si elle est bien menée, bien construite, vous allez effectivement maîtriser tous les risques inhérents à votre future activité, il n'y aura pas de surprise. Et globalement, cette étude de marché, elle va vous aider à construire un business plan pertinent, un plan financier pertinent, que pour le coup, quand vous allez présenter devant des organismes bancaires ou des organismes de financement, ça aura un vrai poids. Elle va aussi, cette étude de marché, vous permettre de définir une politique marketing et une stratégie commerciale qui vont être adaptées à la nature de l'activité que vous souhaitez créer. Et puis surtout, elle va vous permettre d'établir un plan d'action sur les semaines, les mois à venir pour créer votre entreprise. Sachez que pour créer cette étude de marché, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez bien évidemment la faire en solo, il n'y a pas de souci. Mais les réseaux d'accompagnement des créateurs ou des porteurs de projets peuvent vous accompagner dans cette démarche. Des cabinets d'études dans ce domaine également. Les juniors entreprises peuvent aussi vous accompagner. Les juniors entreprises, en fait, ce sont des associations qui sont créées par les étudiants d'école de commerce et qui proposent pour des tarifs extrêmement modiques de réaliser vos études de marché. Donc ça peut être un vrai plus de vous faire accompagner dans cette démarche, surtout si le projet est d'envergure.
Voilà. On vient au financement. L'idée, c'est, vous avez bien déterminé votre idée, votre projet, maintenant il faut le financer. Avant de commencer à toquer à la porte des banques, parce que c'est le premier réflexe qu'ont les porteurs de projets, il faut tout d'abord vous imprégner d'un certain nombre de choses par rapport à votre projet. On ne se lance pas à l'aveugle, comme je le dis, hein. On fait une juste évaluation de ses besoins financiers pour sécuriser votre démarrage, notamment effectivement en termes d'écart de trésorerie, de faux frais, ou effectivement en termes d'habilitation, de certification qui parfois peuvent être facturées et qu'on n'avait pas prévu dans nos budgets. Tout ça, en fait, toute cette évaluation des besoins financiers va vous permettre en fait de viabiliser votre projet vis-à-vis des financeurs. Et derrière, ils seront plus enclins, effectivement, si vous avez bien construit ces éléments financiers, ils seront plus enclins, effectivement, à vous aider financièrement. Ensuite, il faut se renseigner sur les termes financiers qui sont liés au monde de l'entreprise. Être renseigné sur les notions de fonds propres, sur les notions de recours à l'investissement, sur les notions d'endettement et tout l'impact qu'ils peuvent avoir sur, par exemple, la construction de votre étude financière derrière. Il ne faudrait pas que vous... Oui. Émilie, j'ai une question, mais plus au niveau RH. J'ai quelqu'un qui est agent de la fonction publique territoriale et qui souhaite ouvrir une maison d'assistante maternelle. Il demande quel type de disponibilité devrait-il prendre? Alors, là, pour le coup, je pense qu'il faut regarder plus précisément s'il est fonctionnaire ou contractuel. Oui, Globalement, je pense que une disponibilité pour convenance personnelle serait peut-être plus prudent, comme ça on met en stand-by le statut. oui. Maintenant, attention, une maison d'assistante maternelle doit répondre à un certain nombre de critères, notamment de critères d'accessibilité, de sécurité, mais je pense qu'une disponibilité pour convenance personnelle, comme ça, de but en blanc, je dirais ça, mais après à creuser avec le profil de l'intéressé, son ancienneté, etc. etc. Ok, merci. Voilà. Mais de rien. Ensuite, sur quoi aussi il faut que je me prépare en termes de financement, c'est il faut que je pense à construire un dossier qui est complet, qui est clair, qui est précis. Vous soyez à l'aise avec les éléments que vous allez avancer parce que à un moment donné, peu importe la source de financement que vous allez solliciter, vous allez devoir le présenter déjà, votre projet, financièrement. Et puis surtout, vous allez devoir convaincre ce financeur de vous prêter de l'argent, de vous donner de l'argent. Donc globalement, effectivement, autant faire se peut, faire quelque chose de complet, de clair et de précis. On se renseigne aussi sur les dispositifs de garantie auxquels on peut prétendre, qu'on peut mobiliser. Sachez que globalement, quand on sollicite un emprunt bancaire, à 100% des cas, la banque réclame des dispositifs de garantie. Donc, soyez bien avertis sur les dispositifs de garantie qui sont à votre disposition et que vous pourrez potentiellement mobiliser. Et enfin, on se renseigne aussi sur toutes les autres sources de financement qui sont mobilisables en fonction de ce projet. Ça va être l'objet de la diapo suivante. Je vous ai fait un panorama relativement complet de ce qu'on peut envisager dans le cadre d'une création d'entreprise. 3 grosses thématiques. Tout ce qui est capitaux de départ, les fonds propres. Donc là-dedans, vous allez avoir tout ce qui est économie personnelle. Alors attention, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Certes, on peut avoir des économies personnelles conséquentes. On ne met pas tout dans son projet. Hein. Ça, c'est les règles du bon sens. Pour les profils demandeurs d'emploi, donc là, probablement qu'il n'y a pas de gens qui sont dans ce cadre-là, sauf peut-être des agents contractuels. On peut solliciter l'ARS, hein, qui est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, qui est versée par Pôle emploi. On peut aussi solliciter les aides financières de proches via des dons. Attention tout de même, je vous alerte sur les plafonds de ces dons au montant, parce que certains montants peuvent donner droit à des droits de mutation ou des droits de donation. Donc faites attention à ça. Vous avez ensuite les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, en fait, ce sont des prêts à taux zéro, sans intérêt, qui sont délivrés par des structures dédiées à l'accompagnement à la création d'entreprise. Attention, vous passez dans des comités d'agrément, il faut un dossier qui soit bien béton, bien complet, bien clair, bien précis. Et sachez qu'un prêt d'honneur est toujours couplé à un prêt bancaire.
Donc sans prêt bancaire, pas de prêt d'honneur. Mais voilà, ça peut être intéressant parce que c'est un prêt à taux zéro, sans intérêt. Et on peut globalement, certains organismes peuvent prêter jusqu'à 50 000 euros en fonction de la nature du projet. Donc c'est pas mal. Ensuite, vous avez les prêts bancaires personnels. Attention, ça reste de l'endettement personnel, au même titre que les économies personnelles. D'une manière générale, je vous inviterai à pas trop mélanger voilà, tout ce qui est voilà, la sphère personnelle et la sphère création d'entreprise. Vous avez également les dons particuliers via le crowdfunding. Donc là, on est sur des plateformes qui aident voilà, des futurs porteurs de projets. Donc on est bien sur du don d'argent. Ça vous permet d'une part de tester potentiellement votre marché, de vérifier qu'il pourrait y avoir un accueil du public, parce que si les gens sont prêts à vous sponsoriser pour votre projet, ça veut dire que potentiellement votre produit pourrait trouver une réponse sur le marché. Ces dons particuliers peuvent donner lieu à des contreparties. En général, on parle de goodies, de choses comme ça, plus généralement. Ensuite, vous avez tout ce qui est prix attribué via des concours de futurs porteurs de projets. Au-delà de la somme d'argent, ce qui peut être intéressant ici, c'est que vous allez avoir une meilleure visibilité de votre futur produit et puis vous allez développer votre réseau de partenaires. Donc ça peut être vraiment intéressant. Sachez tout de même que ces prix, en général, on est sur des projets innovants. Ces concours sont organisés pour des projets innovants, donc à prendre en compte évidemment. Vous avez également, ce qui peut constituer vos fonds propres, ce sont les subventions. Deux gros types de subventions. Vous avez les subventions nationales qui sont surtout là pour promouvoir une activité, un produit. Et puis vous avez les subventions qui sont plus locales, plus régionales, où là on est surtout pour développer l'attractivité d'un territoire, par exemple. Voilà. Deuxième grande thématique en matière de financement, vous avez les investisseurs, c'est-à-dire des gens qui vont mettre des billes dans votre projet via effectivement vos fonds propres. Vous avez tout d'abord toute la love money. Alors la love money, je vous ai volontairement laissé les termes anglicisés parce que c'est des termes que vous allez retrouver sur tous les supports création d'entreprise que vous allez trouver sur le net. La love money, en fait, c'est de l'argent qui vient de vos proches, les amis, la famille, et elle vient là pour étoffer vos fonds propres, pour étoffer vos capitaux personnels. Vous avez effectivement tout ce qui est club d'investisseurs privés spécialisés. Là, globalement, en fait, ce sont des clubs d'investisseurs qui cherchent à promouvoir un domaine d'activité en particulier. Si je devais donner un exemple, c'est par exemple les cigales qui accompagnent sur ce type de projet. Vous avez aussi les sociétés de capital risque solidaire. Donc là, ici, l'idée, c'est de mobiliser l'épargne pour accompagner la création et le développement de petites entreprises. Voilà. Ensuite, vous avez l'equity crowdfunding. Donc là, typiquement, encore une fois, on est sur de l'investissement auprès de structures qui ne peuvent pas bénéficier de d'autres types d'investissements. Voilà. Donc, c'est plusieurs petits outils effectivement de participation quand on n'a pas les moyens d'aller directement solliciter une banque ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez les business angels. Donc là, effectivement, ce sont encore une fois des clubs d'investisseurs, si on peut dire. Mais là, typiquement, ils sont spécialisés sur des projets innovants ou alors à fort potentiel de croissance. Et ce qu'il faut surtout voir derrière tout ça, c'est qu'au-delà de l'argent, ils vous amènent leur réseau, leur expérience, leurs compétences. Enfin, ça devient quasiment des mentors dans le cadre de votre activité. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est les fonds capital risque. Vous en avez des publics et des privés. Sachez que globalement, l'idée là, c'est de rentrer dans le capital d'une entreprise pour lui donner de l'élan, pour donner de l'élan à sa croissance et lui permettre éventuellement de lever de fonds. Je vous explique cette technique de levée de fonds, c'est qu'effectivement, par le biais d'un effet de levier, vous avez une structure en fait qui va effectivement investir dans les fonds propres d'une entreprise, ce qui va permettre à cette entreprise de solliciter un prêt bancaire, voire un prêt bancaire plus important, voilà, et de l'obtenir au final. Dernier grand thème en matière de financement, vous avez tout ce qui est emprunt. Vous avez tout d'abord effectivement les banques, via des prêts bancaires. C'est la solution la plus mobilisée jusqu'à maintenant par les créateurs d'entreprises.
attention tout de même, les banques demandent à ce que les porteurs de projets aient des fonds propres qui soient suffisants. Je sais que de manière globale, alors tout va dépendre de la nature du projet, bien évidemment, de l'activité ou du service que vous allez proposer. Mais en général, les banques sollicitent à peu près 30%, demandent à ce que les gens aient 30% de leurs besoins en fonds propres. Donc voilà. Et puis surtout, les banques demandent des cautions, des garanties. Donc voilà, soyez bien alerte là-dessus. Ensuite, vous avez tout ce qui est financement solidaire. Donc là, en fait, on met en place ce type de financement, surtout quand les financements bancaires ne sont pas suffisants ou pas du tout existants. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on va surtout être là pour être le pendant de la banque, parce que la banque ne vous aide pas. Ça marche surtout pour des projets qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez ensuite tout ce qui est organisme de microcrédit. Donc là, en fait, ça s'adresse surtout aux porteurs de projets qui sont exclus du système de financement classique ou qui ont des problèmes de garantie ou de caution. Et là, pour le coup, au-delà de l'argent, encore une fois, il lui propose un accompagnement à la création d'entreprise ou en tout cas aux premières années d'activité. Attention, les montants de prêts sur les organismes de microcrédit sont plutôt limités. Hein. Vous ne pouvez pas demander des dizaines ou des centaines de milliers d'euros à ces organismes-là. Ensuite, vous avez les associés. Donc là, je ne vais pas rentrer spécialement dans le détail. Hein. C'est quelqu'un qui va créer avec vous, hein, donc qui va mettre des billes dans la société. Vous avez ensuite le crowdlending. Donc le crowdlending, c'est encore une fois un financement participatif, hein, sauf que là, au lieu d'être sur du don de particuliers, on va être sur du prêt. Ces particuliers vont vous prêter et charge à vous à un moment donné de les rembourser ou de les faire prendre part au capital. Et puis enfin, vous avez BPI France, qui est la banque publique d'investissement, qui effectivement peut aussi répondre à vos besoins de financement dans vos futurs projets. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé du financement. Ce qui est très très important aussi dans le cadre de la création d'entreprise, c'est qu'il faut s'entourer. On a besoin d'informations, on a besoin d'être orienté, on a besoin d'être conseillé, accompagné. Et globalement, en fait, vous avez beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner dans votre démarche, ou en tout cas beaucoup de sources d'informations dans votre démarche. La première d'entre elles, effectivement, ça va être Internet, via les sites de BPI France Création, qui sont très complets sur le domaine de la création d'entreprise, et ce, quel que soit le statut envisagé. Vous pouvez aussi aller sur servicepublic.fr, il y a un onglet entreprise qui donne beaucoup d'informations, notamment en termes de formulaires, de démarches administratives sur la création d'entreprise. N'hésitez pas également à vous rapprocher, donc en fonction de l'activité que vous souhaitez créer, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers de l'artisanat, des chambres de l'agriculture, de l'Union nationale des professions libérales. Toutes ces structures-là, en fait, sont en mesure de vous aiguiller sur l'étude de marché, le plan de financement, les démarches à réaliser, les statuts juridiques, bien évidemment. Plus spécifiquement pour les demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à solliciter Pôle emploi, l'APEC, les missions locales, qui sont effectivement là aussi pour débuter en tout cas les conseils et l'orientation en matière de création d'entreprise. N'hésitez pas aussi à solliciter BGE, l'ADI, France Active, Réseau Entreprendre, l'Union Originale des Scopes. Toutes ces structures-là ont des domaines d'activité particuliers, mais elles accompagnent chacun dans la création, le portage de projets. Vous avez également les pépinières d'entreprise, hein, qui sont des structures qui proposent comment je pourrais dire, la structure. Quand on veut créer une entreprise, ils vous proposent des bureaux, des soutiens informatiques, des choses comme ça. En fait, ils vous proposent un local et vous commencez à travailler chez eux. Vous avez également les couveuses d'entreprise, très intéressant pour tester son activité. Voilà, vous avez une idée, vous souhaitez la mettre en œuvre, mais vous ne savez pas si elle va fonctionner. Ne pas hésiter à envisager la couveuse ou même la communauté d'activité d'emploi, la CAE, parce qu'effectivement, ces deux structures-là vont vous permettre de tester votre activité avant vraiment de vous lancer, tout en conservant votre statut actuel. Bien évidemment, ne pas oublier les experts comptables, les banquiers, les assureurs, les avocats, chacun dans leur domaine, sont une source indispensable de conseils en matière de création d'entreprise. Je serai même assez précis sur les experts comptables. Sachez qu'il y a un dispositif qui a été mis en place justement par l'Ordre national des experts comptables qui s'appelle Business Story et qui propose 3 rendez-vous offerts
à des porteurs de projets qui souhaiteraient être conseillés dans leur démarche. Voilà, c'est pas négligeable, 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable. Sachez que ce sont des professionnels de la création d'entreprise et ils sont souvent les mieux placés pour vous accompagner dans vos démarches. Et puis après, je reviendrai rapidement sur des réseaux d'accompagnement qui sont spécifiques parce qu'ils sont dédiés à des jeunes créateurs, parce qu'ils sont dédiés à l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'ils sont dédiés à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation, aux jeunes agriculteurs ou à l'entrepreneuriat en local. Donc voilà, ne pas hésiter à vous orienter vers ces différentes structures dans le cadre de votre projet. Ne vous lancez pas seul, parce que c'est souvent quand on se lance seul qu'on n'est pas bien armé et qu'on n'est pas bien préparé. Voilà. Dernier conseil pour la route, très très important, c'est moi ce que je dis à tous mes candidats. On couche son projet par écrit. Parce que ça permet d'une part de le formaliser, éviter que ça parte dans tous les sens et ça permet de canaliser notre pensée. Libre à vous ensuite, au fur et à mesure de l'avancement de votre projet, de revenir sur cet écrit et de changer des choses. Mais en tout cas, voilà, écrivez votre projet. C'est la base quand on veut créer son entreprise. Ensuite, on liste les choses à faire, les renseignements à prendre. On fait une to-do list. On collecte les documentations nécessaires, on répertorie ces sources d'informations. Il est très important que vous ayez un canevas précis de ce que vous devez faire. Ça vous permettra d'établir un plan d'action et un rétro-planning. Il est important que vous puissiez caler votre création d'entreprise sur un planning, sur une temporalité, et que vous sachiez ce qu'il vous reste à faire, comment vous allez le faire, et voilà, combien de temps il vous reste pour faire les différentes étapes de votre création d'entreprise. On va à la rencontre de chefs d'entreprise pour avoir leur retour d'expérience. Il n'y a que en fait qui pourront vous dire moi j'ai fait ça comme ça s'est bien passé, par contre il faut éviter de faire ça. Ils vont vous parler de leur expérience, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'auraient pas dû faire, et c'est un vrai plus dans le cadre du montage de votre projet. Ils sont passés par les mêmes étapes que vous et ils pourront vous dire ce qu'il faut faire. On s'imprègne aussi de la réglementation qui va régir votre future activité. C'est très important de savoir dans quel cadre réglementaire vous allez exercer pour pouvoir effectivement vous préparer. Ne serait-ce que vérifier effectivement si vous êtes en cohérence avec votre projet. Et surtout, dernier conseil, on ne crée pas seul, on s'entoure de professionnels et d'experts. On n'oublie pas cette étape, c'est vraiment ultra important. C'est le meilleur moyen en fait d'avoir un peu de succès de réussir votre création d'entreprise. Voilà.